Aujourd'hui, dans le CQFR, on va parler de Michael Porter Jr., le joueur des Brooklyn Nets. Enfin, il a été transféré aux Brooklyn Nets là, pendant l'intersaison. Pourquoi on va parler de Michael Porter Jr.? Parce que Michael Porter Jr. parle dans son podcast, dans ses podcasts, et moi je le trouve d'ailleurs plutôt intéressant à chaque fois. Sa manière de s'exprimer, il s'exprime sur des sujets sur lesquels tu t'y attends pas forcément, et notamment là par exemple, il a parlé des paris sportifs. C'était quand même délicat dans la peau de MPG de parler de ça. Pourquoi? Parce que son frère a été condamné après une enquête du FBI et de la NBA pour paris truqués. Enfin, il a contribué à un réseau, Oui, lui, en, totalement. lui en, en sabotant ses propres performances pour le gain d'autres personnes. Et justement, Michael Porter Jr. s'est quand même exprimé sur le sujet. Euh, c'est courageux, j'ai envie de dire, surtout qu'il a dit ce que peu de joueurs NBA oseront dire, à mon avis. Oui, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Bon, tu sais que j'ai mes réserves sur Michael Porter Jr., mais c'est du très personnel. Ça n'enlève absolument rien au fait que c'est un excellent joueur et que on se plaint suffisamment de joueurs qui sont langue de bois pour après râler s'ils sont très candides comme il l'est. Alors parfois ça donne des trucs un peu un peu délicats, mais là pour le coup c'est vraiment très intéressant parce que c'est un sujet auquel on pense pas forcément. Même si depuis l'arrivée des paris sportifs en NBA dans 13 États, je crois, il y a de plus en plus de petites affaires comme ça qui sortent. Alors il n'y a pas encore de très grands noms qui sont tombés, hein. Il y a des enquêtes toujours sur Terry Rozier et sur Malik Beasley. C'est un sujet qui est intéressant parce que on n'y pense pas en fait. On n'y pense pas, on se dit pas forcément qu'ils sont sollicités pour ça, que ce que ça implique. Et là, ce qu'il explique, c'est que son frère, son frère, il l'a dit, hein, c'est son vice, lui, les paris. Et il explique que beaucoup pourraient et ont cette réflexion de mettre leurs potes à l'abri. Que c'est pas tellement pour les joueurs en eux-mêmes, parce que Michael Porter Jr. gagne des centaines de millions de dollars. Qu'en soit un pari à 10 000, 20 000, même 100 000, le risque ne vaut pas, le jeu n'en vaut pas la chandelle, si tu veux. Et ce qu'il dit est intéressant. Je vais te lire ce qu'il a expliqué dans le podcast. Si vous y réfléchissez, vous pouvez rendre tous vos potes riches en leur disant de parier 10 000 dollars sur un under. Les under, c'est quand tu paries, c'est ce que t'expliquais sur le fait qu'un joueur marquera moins d'un certain nombre de points dans un match, par exemple, ou moins d'un certain nombre de paniers à 3 points. Sur un match particulier, tu peux faire comme si tu étais blessé. C'est-à-dire, c'est ce qui est arrivé à son frère, qui aurait simulé une blessure à l'œil, je crois. Et ils récupèrent tous un petit paquet d'argent. Certaines personnes viennent de milieux où il n'y a rien, et ils réfléchissent de cette manière-là. Donc c'est vrai qu'il y a certainement pas mal de joueurs dont le rêve c'est de mettre leur entourage à l'abri, mais avec ce moyen-là, c'est un peu, c'est très très périlleux. Ça n'arrive pour le moment pas à des superstars qui, j'imagine, entretiennent des gens de manière différente, mais c'est le risque avec l'arrivée des paris sportifs depuis quelques années sur des joueurs avec des salaires moins élevés. Et avec le même type d'entourage aussi, c'est ce qu'il dit. J'ai trouvé ça intéressant de par sa position de mec dont le frère a été banni à vie. Il faut le rappeler de la NBA pour ça. Ouais, bah, ouais, ouais, clairement, c'est. En plus, en fait, il y a une forme de. Les codes sont différents selon le milieu d'où tu viens. Et effectivement, si tu viens d'un milieu très pauvre, très défavorisé, le s'en sortir passe souvent par un side hustle dont la légalité, c'est sur un grand spectre. Ça dépend. Tu peux, ça va jusqu'à l'extrême. Mais ça peut être perçu comme une solution, effectivement, sachant que c'est pas toujours. Il peut y avoir une forme de pression qui est pas une pression type menace, en fait, qui est juste une pression justement du milieu duquel tu viens, des gens que tu as connus toute ta vie, qui sont en mode bah vas-y, juste sur ce match-là. Tu vois, c'est même pas forcément en mode on te menace et t'es pris à part par Mhm. une mafia ou quoi que ce soit. Ça peut être juste la menace de pas oublier tes proches, etc., etc. Alors souvent, ça passe par donner de l'argent, mais là, t'es pas obligé de faire un virement, etc. Sur donner de l'argent, petite anecdote, il y a un attaquant de Nancy dont j'ai oublié le nom, j'ai un doute sur le nom, donc par définition, Soufiane Koné, qui, l'ancien. qui nourrissait 10 ou 12 personnes. Je sais Enfin, pas, qui, mais enfin, qui il nourrissait. avait été en prison, si on parle du même, dans les Je, années je, 2000, quoi, début des années 2000, je crois. je sais pas s'il est allé en prison dans mon exemple. Je sais juste qu'il y a un attaquant de Nancy qui avait raconté enfin, qui avait expliqué que Ouais. il avait 10 ou 12 personnes à charge, en fait, juste à lui tout seul, juste avec son salaire. Je sais pas si c'était connu. J'avais un autre nom en tête, mais vu que je suis pas sûr, je préfère pas dire son nom si Mhm. c'est pas lui. Mais bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu viens d'un certain milieu, des fois, tu te retrouves avec plein de personnes à charge.
Et je comprends, enfin, ce que dit Michael Porter Jr., c'est très honnête finalement. Euh, Pas mal de joueurs peuvent être tentés de se dire, voilà, là, ça c'est la solution. Mes gars, ils prennent leur argent. Après, je suis un peu libéré de mes obligations. Mais c'est Je fais extrêmement sur deux, dangereux en trois soi. matchs. Et quand il Ouais, dit que son franchement, frère a le vice des paris sportifs, c'est que il n'y a pas juste eu, à mon avis, ouais. le coup de bon bah j'ai des potes que j'aimerais bien Ouais, il régaler devait un peu. parier lui aussi, Je quoi. pense qu'il devait parier lui aussi et qu'il était Ouais. un peu dans ce milieu-là. Il avait des potes qui pariaient et qui se sont dit à un moment bah écoute, là j'ai un peu de temps de jeu en NBA en ce moment. Pourquoi est-ce que on peut parier sur moi? Déjà c'est pas si évident, je crois. Tu vois, il y a pas tous les sites et tous les bookmakers où tu peux parier sur un tel. Et je pense qu'il est tombé là-dedans aussi. Peut-être que ça part de là. Mais ouais, on se rend pas forcément non plus bien compte de. Il en parlait dans un autre passage ou épisode de son podcast du fait que les mecs ils reçoivent des messages non-stop de type dont ils ont ruiné les combinés ou de type qui leur demandent littéralement de pas de se coucher. J'allais dire de se coucher, c'est pas des combats de boxe. Les boxeurs c'est encore pire évidemment, hein, mais et c'est une forme de pression qui est assez constante. Alors lui, normalement, il est épargné par ça, parce qu'il a un salaire suffisamment élevé, mais les joueurs intermédiaires, c'est le risque. C'est le risque avec la présence des paris sportifs. Donc voilà, faut être prudent. Et je sais pas s'il y aura pas encore d'autres cas comme ceux qui sont à l'étude en ce moment. Hein. Je parlais de Terry Rozier et de Malik Beasley. Bon, si enquête du FBI, c'est qu'il y a des trucs suffisamment louches ou des occurrences où c'est très bizarre pour que le FBI se mette dessus. Donc non, en tout cas, c'était très candide comme il l'est toujours hein, sur d'autres sujets. Lui, et d'ailleurs, il a ajouté, il a dit mon frère c'est les paris sportifs, moi c'est les femmes. Alors il s'est retrouvé dans un truc des espèces de rumeurs selon lesquelles il était avec un modèle trans et machin et que du coup il a dit ça pour s'en défendre. Enfin bref, c'est tout un bazar. Mais oui, il est candide sur absolument tout et n'importe quoi. C'est divertissant et en même temps parfois c'est un peu gênant. À l'époque Black Lives Matter c'était un peu moins Je me sympathique de souviens mon pas, point de vue. il avait dit quoi? Bah, je vais paraphraser, mais c'était plutôt ce qui s'entend. Mais il défendait plus la police que les personnes qui avaient été tuées à ce moment-là de manière abusive pour utiliser un euphémisme. Qui défendent la police parce que peut-être qu'il a des gens dans sa famille qui travaillent dans la police et qu'il y a des très bons policiers, il y a aucun souci. Mais c'était le timing, tu vois, c'était aux États-Unis en pleine période George Floyd et tout ça, et où c'était quand même difficile d'aller dans ce Ouais, sens-là, et voilà. faut pas oublier que c'était un jeune homme. Oui, 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 Je veux mais dire, bien sûr. ils sont exposés médiatiquement. C'est en ça que je le trouve rafraîchissant. Après, Hmm. bien sûr, que je me doute bien que je serais pas d'accord avec toutes les positions ou que certains aspects de Michael Porter Jr. pourraient, moi, en tant qu'individu purement qui juge, Mais tu c'est de vois. l'extra sportif, il n'y a pas de problème. Je sais qu'on nous dit souvent dans les commentaires, voilà, bon, Non, mais moi aussi, je mais parle que d'extra sportif. ouais. Je parle pas du joueur là. Je suis vraiment juste sur sa Hmm. personnalité. J'aime bien le fait qu'on ait un gars comme tu vois, qui dit les choses comme il les pense, quoi, Hmm. et qui se mette pas de filtre. Dans son podcast, une fois, il avait interviewé une actrice porno. C'était assez Ouais, marrant les questions qu'il lui posait. Euh, Bon, je sais pas. Moi, ça, en tout cas, ça me plaît de voir un mec comme ça. Ça change. Je pense que là, juste ça déclare sur les paris sportifs. Je pense que 99% des joueurs NBA, ils osent pas la faire. Ils osent pas ben donner oui. cette vérité, Ben, alors que pourtant, ça t'incrimine pas du tout, en fait. Tu vois, mais on a tellement peur maintenant d'être incriminé pour le moindre truc. Tu lâches cette déclat. Si toi, tu n'as jamais rien fait de louche sur les paris sportifs, il n'y a rien de louche, en fait, dans cette déclat. Mais j'ai l'impression qu'un paquet de monde là, osera pas la dire en se disant Mais ah non, je vais pas parce que tu attirer peux l'attention là-dessus. l'interpréter, tu peux l'interpréter. Là, s'il y a des enquêteurs qui sont sur le dossier des paris sportifs, t'as un mec qui dit bah ouais, t'y réfléchis, tu peux mettre tes potes à l'abri. Ça veut dire que soit il y a songé, soit il connaît des gens qui l'ont fait. Donc pourquoi lui il le ferait pas? Mais par contre, je suis d'accord, je pense pas que lui il l'ait fait parce qu'il y a Ils pas l'air sont, d'avoir besoin. heureusement qu'on n'est pas coupable de ce qu'on Non, mais a bien sûr, songé, tu vois. Parce que évidemment, sinon, je peux dire qu'on serait tous mal barrés. et évidemment. Euh, Allez, enchaînons avec Nando De Colo. Nando De Colo qui s'est exprimé sur RMC et qui a laissé comprendre que c'était peut-être sa dernière saison Ouais. avant la retraite sportive de l'un des plus grands joueurs du basket français. Le plus grand joueur de l'histoire du basket français, pas l'un des plus médiatiques ou c'est peut-être pas celui qui viendra en premier dans l'esprit des gens, mais je me demandais justement ouais, si tu fais un classement hypothétique de à quelle place tu le mets Nando, tu vois, est-ce que sur l'ensemble de la carrière en tant que basketteur français, est-ce que c'est un top 5, top 10, est-ce que il y a des joueurs plus talentueux que les gens mettent devant, je sais pas, mais le palmarès, il est fou. Enfin le parcours et la carrière sont je trouve incroyables. Avec l'équipe de France, t'as des tonnes de médailles, t'as médaille d'or à l'Euro, 2 fois finaliste des JO,
des médailles d'argent et de bronze sur un mondial et sur des euros en club. Enfin, en club, c'est incroyable, même si c'est pas la NBA parce que l'expérience NBA lui a pas plu. Il y a 2 Euroleague avec le CSK. Il a été MVP de la saison régulière et du Final Four en Euroleague. Il a été 2 fois élu meilleur joueur français, le trophée Alain Gilles, tu sais, 2 fois de suite. C'est un moment, franchement, c'est 2015 et 2016, je crois, l'Euroleague avec le CSK, où il est MVP. Je crois que c'est Ouais, à ça, ce c'est le moment-là. moment où il est le meilleur joueur d'Europe. Voilà. C'est Là, hors NBA, c'est peut-être le meilleur joueur du monde à ce moment-là. C'est ce c'est qu'il faut sûr. se dire. Et c'est dingue de se dire ça. Un Français qui est aussi qui est à ce niveau-là à ce moment-là, il y en a pas tant que ça. Donc moi je pense qu'il est à coup sûr top 10 et ça se réfléchit sur la carrière, la régularité. Je pense qu'il est pas si loin que ça d'être top 5 sur le talent pur. Et encore ça se discute. On peut peut-être mettre d'autres gens devant, mais dans la session que j'avais postée sur le site, je sais plus qui disait qui incluait Wembanyama devant, mais là, à l'instant T, Ouais, Wembanyama est non. pas du tout devant Nando De Colo. Tu vois, Nando, tu le mets sur le même plan que les Boris Dio, même Tony Parker, qui est devant pour des raisons encore, que ce soit sur le niveau ou sur ce qu'il a apporté, c'est un cas à part. Mais Nando, joueur incroyable. Et alors, il a pas officiellement annoncé sa retraite, hein, tu l'as dit, il y songe, mais il a Ouais. 38 ans. Ça fait 4 ans, je crois que ça va être sa 4e saison à Lasvel. Il y a eu des hauts et des bas aussi, ça n'a pas été si simple que ça. Dans tous les cas, ça va. Déjà en équipe de France, ça fait bizarre une compète sans Nando, parce il a quand même fait la plupart. Et même dans le paysage, même si c'est quelqu'un de très discret, c'est un athlète immense. Moi, je pense on est proche du top 5. Voire, euh, après, là, j'y ai pas réfléchi et je suis impacté Oui, par ce que tu as dit, par cette espèce de période pendant 4 ans où Nando, c'est le roi de l'Europe. Je crois qu'il est deuxième meilleur marqueur all-time de l'Euroleague, Nando De c'est fou, Colo. hein. Euh, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a C'est combien de quoi, c'est joueurs, il y a combien de joueurs français huitième, c'est peut-être passé devant, mais il y a combien de joueurs français qui ont été considérés comme parmi les meilleurs du monde à un moment, tu vois. Ou même juste en ouais, Europe, tu vois, t'as du Rigaudot, mais c'est Rigaudot, pas si ouais. simple. Ça montre qu'il est quand même. C'est pour ça que moi, top 5, sans réfléchir, hein, je vais pas classer, mais Et tu vois, euh, après Rigaudot, c'est moins mon époque, donc certains diront que peut-être je blasphème, mais avec ses médailles en équipe de France, il en a 6 dans nos deux colos. oui, oui, non, mais Une la d'or, 3 carrière en bleu, d'argent, 11. Tu vois, tu mets tout ensemble. Euh, la carrière après, en bleu, elle est, oui, oui. Ouais, comme Rigaudot, il a pas réussi en NBA, même si c'est un peu plus montré que Rigaudot. Après, je pense que De Colo aurait eu des occasions de revenir, hein. C'est juste C'est qu'il lui y qui a a pas voulu, jamais. c'est lui qui a pas voulu. Ouais, voilà, c'est ça. Il voulait revenir avec un rôle parce que Ouais. on a parlé de meilleur joueur en NBA, mais en réalité, s'il avait joué en NBA à ce moment-là, il aurait été bien placé dans la hiérarchie. Il n'aurait pas été dans le top 20, tu vois. Mais ça aurait été c'était un des, je sais pas, peut-être des 50 meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. Donc Mhm. forcément, tu veux revenir. Après, c'est un autre basket, c'est différent et tout, mais tu veux revenir en ayant un vrai rôle, un vrai statut. Il lui fallait un Et contexte très ouais, précis. Moi, je me souviens, la saison où j'étais aux États-Unis, en cours de route, il avait été tradé à Toronto et il était un peu déprimé par le profil de l'équipe, le côté individualiste de certains joueurs, de la manière dont ça joue au basket, alors qu'il venait de San Antonio. Qu'est-ce qui se rapproche un peu, ce qui se rapprochait à l'époque un peu le plus de ce qu'il pouvait connaître en ouais. Europe au très haut niveau, un basket un peu altruiste. Et même là, il avait pas un rôle gigantesque. Donc il y a certaines équipes à certains moments à San Antonio ou ailleurs où il aurait été un joueur important de l'équipe. Je pense que c'est une question de timing et puis il y a la personnalité. C'était pas quelqu'un qui était obsédé par le rêve américain. Il a essayé de se frotter au meilleur et ça, il a pas du tout été ridicule, mais ça reste un petit truc. Je sais pas, j'ai pas eu l'impression que c'était une frustration pour lui, même sur les dernières années où il pouvait encore revenir, parce qu'il a eu le choix. Euh, voilà, quand bien même il n'a pas été incroyable en NBA, le reste est tellement fou que ça se compare à un Rigaudot pour moi, sans aucun souci. Ouais, moi, je mettrais même peut-être un peu au-dessus, ouais. Même un peu au-dessus, je Ouais, pense. ouais, bien sûr, ça se. Dites-nous, dites-nous votre classement Et ouais. des meilleurs joueurs français selon vous. Alors c'est pas, ça peut être un ensemble, c'est la carrière, l'ensemble de Ouais, la les plus carrière, grands, les plus grands les comme, plus comme, grands, comme voilà, pour la NBA. pas forcément juste les plus doués. Allez, on enchaîne avec Cam Thomas. On parle de talent. Ça, c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Il le sait et justement, il veut que ce soit en adéquation avec son contrat parce que Cam Thomas, apparemment, réclamerait en tout cas, espère avoir un salaire similaire à ceux de Tyler Hero, Emmanuel Quickley
et j'ai oublié le troisième, et Jalen Green. Alors, c'est 3 joueurs différents avec des parcours différents en NBA. À l'heure actuelle, ils sont à des stades différents, mais par contre, ils sont tous les 3 payés un peu au-dessus de $30 millions la saison. On est entre 32 et 36 millions de dollars la saison. Et voilà, et Cam Thomas, il se verrait dans cette zone, peut-être même un peu plus proche des 40. Est-ce que ça te choque que Cam Thomas se compare à Tyler Hero, à Jalen Green ou à Emmanuel Quickley? Moi, je comprends que ce soit quelque chose qu'ils visent. Tu vois, qu'ils se disent, bon, là, euh, après la saison qui arrive, je vais pouvoir réclamer ça parce que je vais montrer que je suis ce type de joueur-là. Il a eu, par fulgurance et par séquence, on a vu des trucs enfin, très, très haut niveau en termes de scoring, hein, des matchs à 40 points, des séquences où on voyait vraiment son talent. Mais moi, par contre, pour le moment, de manière réaliste, je peux comprendre que les Nets hésitent un peu, tu vois. Surtout qu'ils sont en train d'amorcer une autre phase du projet. Il y a un joueur un peu majeur qui arrive avec Michael Porter Jr., justement. Je peux comprendre qu'il hésite un peu, mais ça m'étonne pas du tout qu'il pense ça, parce qu'il est branché de cette manière-là. Pour lui, c'est un top joueur. Il a le potentiel d'un top joueur et il sera peut-être un top joueur. Moi, je le vois, on en avait parlé il y a pas si longtemps que ça, je crois. Je le vois comme un super sixième homme, tu sais, à la manière des sixième hommes, j'allais dire à l'ancienne, mais il y a une dizaine d'années, les Lou Williams, Jamal Crawford. Il a ce talent offensif-là. Par contre, est-ce que tu payes ce genre de joueur-là à ce prix-là? C'est la question. Moi, pour moi, il doit quand même d'abord montrer cette année s'il a les opportunités, parce qu'il faut voir ce que voudra faire Jordi Fernandez avec. Mais en l'état, ça me paraît beaucoup quand même. Mais c'est pas étonnant qu'un Cam Thomas pense ça. Moi, au-delà du salaire, sur la comparaison, aujourd'hui, tu vois, Cam Thomas, il sort d'une saison à 24 points par match, mais il a joué que 25 matchs. Et il Ouais, jouait dans une équipe ouais. extrêmement faible. Mm. Du coup, pour moi, aujourd'hui, il y a quand même encore un monde entre Tyler Hero et Cam Ah Thomas. oui. Tyler Hero est un meilleur attaquant, meilleur scoreur, meilleur passeur, meilleur rebondeur. Euh, pour moi, il ne peut pas se mettre dans la case de Tyler Hero. Jalen Green, je veux bien penser que Cam Thomas il puisse se rapprocher éventuellement d'un Jalen Green, mais Jalen Green, il performait quand même dans une équipe bien plus intéressante. Je ne suis pas convaincu que Jalen Green soit beaucoup plus fort que Cam Thomas. Et pourtant, Mm. paradoxalement, je me dis que si on avait échangé les deux, les Rockets auraient été perdants, tu vois, dans la saison dernière. Peut-être que je me trompe parce qu'on l'a pas vu. Quant à Emmanuel Quickley, bien sûr, sur le talent offensif, on se dit tout de suite que Thomas, il est meilleur. Mais Quickley, pareil, il a toujours su impacter le succès Ouais. de manière différente. Après, on est sur un autre type de joueur. C'est un Oui, peu différent. il Mais a d'autres Quickley, qualités, ouais. il a toujours aidé, entre guillemets, à rendre son équipe meilleure, même si c'est pas bien meilleur, parce qu'on parle de Quickley, on parle pas d'Giannis Antetokounmpo, quoi. Du coup, Cam Thomas, la comparaison, je comprends pourquoi lui se dit, bah attends, ces mecs-là ont 30 millions, je mérite d'être dans cette range. Et dans le même temps, je me dis, oui, mais il a souvent été blessé, il a joué pour des équipes faibles, Mm. il n'a pas encore montré ce qu'il fallait. Par contre, avec la situation financière actuelle, donc Cam Thomas, on lui a présenté la qualifying offer. C'est tous les joueurs au bout de 4 ans en NBA, s'ils ont été draftés au premier tour, s'ils ont eu un contrat rookie, s'il n'y a pas eu d'extension d'ici là, au bout de la 4e année, on leur présente la qualifying offer. Soit ça fait d'eux, des free agents protégés. Donc à partir de là, la franchise, pendant tout l'été qui suit, tant que la qualifying offer n'est pas signée, ils peuvent s'aligner sur n'importe quelle offre qui sera faite à ce gars-là. Le moment où le gars décide, ah bah non, je signe, il se retrouve pour 1 an avec une no trade clause, en tout cas, il ne peut pas être transféré. Pendant 1 an, il reste dans son équipe et ensuite, à un montant moindre, souvent, c'est 9-10 millions de dollars par exemple. Et ensuite, l'année d'après, il est libre de signer où bon lui semble. C'est ce qui se dirige pour plusieurs free agents protégés parce qu'il n'y a personne qui a de la masse sous le cap. Mm. C'est un peu pour ça que Brooklyn. C'est l'ironie, la seule équipe qui a énormément de masse sous le cap, c'est Brooklyn. Ouais. Donc, quelque part, c'est un peu l'ironie. Maintenant, honnêtement, si tu es les Nets, Shai, est-ce que tu es prêt à prendre le risque de voir Cam Thomas signer la qualifying offer et du coup être libre de signer où bon lui semble, sans contrepartie, tu ne peux pas le transférer cet été, l'an prochain? C'est très dur parce que moi je pense qu'en plus je suis plutôt du côté des gens qui l'aiment bien et qui pensent qu'il va être bon, mais non, je sais pas, mais je comprends la position des Nets aussi en fait, parce que je suis pas sûr que ce soit autour de lui qu'ils envisagent l'avenir, tu vois. Mais est-ce qu'à 30 millions, ça veut dire que c'est autour de lui que tu envisages l'avenir? 30 millions, Non, maintenant aujourd'hui, c'est pas le ça a salaire changé, des c'est vrai, stars. ouais. Ouais. Tu vois, en tout cas, si j'étais les Nets, après, ça Tu peux dépend de toujours la le trader position. après, tu peux toujours le trader après. Exactement. Ouais. Après, je lui donnerais pas 40 millions, je lui donnerais pas 35,
Je suis pas sûr que j'ai envie de lui donner 30 non plus, parce que j'ai l'impression que là, ça va commencer à être difficile. Mais on parle d'un arrière de 24 ans. Tu as besoin de donner de la masse. Il n'y a pas de place sous le cap. Les Nets, ils vont être pénalisés. Ils ont besoin de signer un mec à un moment. Offre-lui 28. Essaye de négocier. Parce que là, on a vu que l'offre des Nets, je ne sais plus, que la première rapportée, c'était ridicule. Ouais. Mais s'ils peuvent se rapprocher de 28 millions la saison sur un truc, par exemple, En 3 ans. 20. Ouais, exactement. Genre, tu lui donnes 90 millions sur 3 ans, ça ferait 30. Mais tu lui donnes 88 millions sur 3 ans. Et la dernière année est en option. Donc lui, le pari, c'est pendant 2 ans, je monte ce que je vaux et après, je signe un gros contrat. Et au pire des cas, donc il est à moins de 30 millions la saison. Au pire des cas, tu mets un tas de bonus. Tu sais, même tu mets même moins, tu fais 85 millions et tu mets des bonus qui peuvent le faire aller jusqu'à 100 millions S'il s'il est est All-Star, All-Star, ouais. etc., etc. Ce qui va le forcer à être régulier, à être bon. Et s'il est All-Star, c'est dans ton intérêt. Et là, au bout d'un moment, tu décides, est-ce que je veux transférer ce gars-là ou pas? Mais là, au moins, il aura de la valeur marchande. Il est sous les 30 millions, il a 24 ans, il est jeune, c'est un scoreur. Mais tu ne peux pas te permettre non plus d'aller complètement au bras de fer. Et je pense qu'il y a encore du temps, donc je pense qu'ils vont finir par trouver un accord. Et le voir partir sans contrepartie dans un an, sans avoir récupéré le moindre asset en échange, sous prétexte que tu ne voulais pas l'avoir dans ton projet pour le futur. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, je, je pense aussi que je pense aussi que on se dirige peut-être vers ça. Le seul truc qui me fait me poser des questions, c'est la manière dont il communiquait sur les réseaux, tu sais, où il a l'air d'être un peu, comment dire, j'essaie de trouver les bons mots. Il y avait l'espèce de réponse à Zach Lowe, où Zach Lowe avait dit que la plupart des équipes, en gros, le considéraient un peu comme un trou noir et que c'était pas un joueur ultra fiable et tout ça. Et je pense qu'il va avoir envie de montrer. Donc, est-ce que les Nets vont, si la situation se décante pas tout de suite, est-ce qu'ils vont le laisser montrer, tu vois? Je sais pas trop. Mais t'as raison. Je pense que c'est peut-être le mieux c'est le plus safe finalement, le contrat autour des 30. Et puis si ça marche pas, il y aura toujours des équipes pour trader pour le récupérer, tu vois, pour essayer de le faire signer, parce que ça reste un gros score. Et je le répète, hein, tous les deux, on l'aime bien. Il est divertissant. Je pense pas que ce serait j'en ferai un titulaire, mais un très bon sixième homme, ça a aussi son prix finalement. C'est vrai. Allez, en parlant de sixième homme, Bradley Beal a rejoint les Clippers. Alors, il ne sera pas sixième homme aux Clippers, il est parti pour être titulaire. Ce qui est intéressant, c'est quand on lui demande pourquoi, il a répondu: j'ai besoin d'une bague, j'ai absolument besoin d'une bague. Donc, il insiste vraiment sur le titre. Et dans ce cas-là, Shai, je suis tenté d'être provocateur et de dire: bah, est-ce que c'était vraiment les Clippers le meilleur choix si ce que tu voulais absolument c'était une bague? Sachant que Bradley Beal, vu qu'il a été coupé par les Suns, il n'avait pas de pression d'argent. Quoi qu'il arrive, il sera payé au max. Donc il pouvait rejoindre n'importe quelle équipe au minimum ou proche du minimum. Il a signé pour plus que le minimum à Los Angeles, mais il pouvait rejoindre à peu près n'importe quelle équipe et décider de laquelle, selon lui, il serait le plus à même de gagner le titre. Est-ce que c'était les Clippers? Et moi, je te pose une autre question. Est-ce qu'il y avait une équipe plus forte que les Clippers qui voulait faire venir Bradley Beal? Alors, c'est pas un manque de respect, hein. C'est C'est un vrai. excellent joueur. C'est-à-dire, c'est un All-Star très très gros scoreur aussi. Mais peut-être qu'avec ce qu'il y a eu à Phoenix et même ce qu'il y a eu avant à Washington, est-ce qu'il y a des équipes qui se sont dit, bah, même à un tarif avantageux, est-ce qu'on va le prendre, tu vois? Parce que c'est pas anodin de rajouter un joueur comme ça dans ton effectif. On l'a vu à Phoenix d'ailleurs. Donc, je me dis, les Clippers, c'est peut-être un très bon pari d'ailleurs, hein. Peut-être que les Clippers vont aller loin, faire une très belle saison. Ils ont peut-être raison de miser sur Bill aussi, qui va faire lui-même une bonne saison, mais je pense que c'était peut-être la meilleure équipe qui était intéressée par lui, hein, en fait, tout simplement. Si tu réfléchis aux autres candidats, tous les candidats au titre annoncés, est-ce que tu rajouterais Bradley Beal dedans? Non, effectivement, non, pas tous. La question que je me pose, en fait, déjà, ça dépend. Il y a plein de si, parce que si Bradley Beal montre une vraie capacité, une vraie volonté au moment où il y a des contacts, de dire non, mais là, vous inquiétez pas, moi, tout ce qui compte, c'est la bague, je suis prêt à jouer de telle ou telle manière. Là, il y aurait évidemment beaucoup plus d'équipes intéressées. Moi, je me demande, est-ce que les Nuggets auraient vraiment été contre l'idée de signer Bradley Beal? Tu vois, Hmm. mais pareil, ça voudrait dire un Bradley Beal qui accepte d'être remplaçant. Ça, je pense que c'était mort. Et c'est pour ça. En fait, les Clippers, ce qui est sûr, c'est que les Clippers, ça présentait le plus de garanties pour lui. Un peu plus que le minimum, une capacité à jouer le titre, titulaire et Los Angeles. Los Tu Angeles, mets tout bah, ça ensemble, il n'y avait rien qui pouvait battre ça. Mais si vraiment le titre est, ta motivation qui dépasse toutes les autres et que tu veux pas faire du global, que tu veux te concentrer que sur ce point-là, la question se posait pour Denver.
la question pouvait se poser pour les Knicks. Les Knicks, Josh Hart, il avait déjà perdu sa place de titulaire. Est-ce que Bradley Beal, alors moi j'aime une association Bronson-Beal, je me dis waouh, il y a 4 déjà dans le 5 majeur. Si Bridges et Anunoby ils sont pas au niveau de Scottie Pippen en défense, ça va pas passer. Mais New York, les Knicks étaient dans la conférence où c'est ultra ouvert. Et lui, a priori, Bradley Beal a confiance en ses capacités. Il va pas se dire ah non, Bronson et moi, ça va pas marcher, tu vois. Il va pas le voir comme ça. Il se dit ça va peser. Je reste à l'Est, je provoque un peu Milwaukee. À partir du moment où tu sais qu'il y a Miles Turner et tu sais qu'il y a Giannis Antetokounmpo, tu connais l'état de la conférence Est. Si lui, Bradley Beal, je te dis pas, nous, de l'extérieur, on ajoute Beal aux Bucks, on se dit pas que les Bucks sont candidats au titre. Mais lui, qui se voit comme l'un des meilleurs joueurs du monde, il se dit, mais attends, je vais jouer avec Giannis, qui est l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. On a Miles Turner, on est dans une conférence toute pourrie. On va aller en finale NBA, tu Moi, vois. je t'avoue que je m'attendais à ce qu'il aille ou à Milwaukee ou à Miami, parce que c'était dans les discussions aussi. Mais, euh, mais au final, bon, les Clippers, ça a du sens. C'est lui dans sa Oui, communication. ça a du sens, par Dans contre. sa communication, s'il dit alors pourquoi vous avez rejoint les Clippers, s'il dit juste bon bah il n'y avait pas d'autre équipe qui voulait vraiment de moi, ou alors le climat ou les impôts, j'en sais rien, tu vois. S'il dit ça, c'est pas ça va pas. Donc évidemment qu'il lui et je pense qu'il en est persuadé que les Clippers peuvent jouer quelque chose. Mais ouais, moi je Après, m'attendais oui. plus à l'Est, je m'attendais à Milwaukee ou Miami où il aurait pas eu énormément. Alors même si c'est l'Est, est-ce qu'en définitive il avait beaucoup plus de chances de jouer le titre, c'est pas certain. En fait, voilà, le problème vient plutôt de la communication avancée sur la réponse à la question où tu insistes à ce moment-là, genre mec, je voulais absolument une bague. Par contre, bien sûr, il est dans une équipe qui est très talentueuse, qui aura une carte à jouer. Et comme j'ai dit, si on prend tous les paramètres globaux, la ville, le contrat, les coéquipiers, il va pouvoir être une star sans être celui qui a toute la pression. À Los Angeles, c'était sans doute le meilleur choix en fait. Les Clippers, c'était sans Si doute le tu te meilleur rends choix. compte s'il y a 6 ans, on te dit il y a une équipe avec Kawhi Leonard qui est le meilleur joueur du monde à ce T'inquiète, quand moment-là. tu étais en vacances, Ouais, vous en avez parlé. on en a parlé et j'ai Ouais, dit les c'est Clippers, fou. là, c'est les favoris pour le titre 2019. Quoi. C'est exactement ça. C'est C'est, avec Harden qui était quoi? Harden c'est MVP 2018, donc il sortait ouais, d'être MVP. il vient Que, d'être MVP, Kawhi, c'est le meilleur joueur du ouais, meilleur monde. joueur du monde Paul et George, il sort d'une de ses meilleures saisons de sa carrière. ouais. Puis t'as Pardon, Paul George, j'ai plus, ouais. qu'est-ce que je Non mais raconte. Bradley Beal, même juste Bradley Bradley Beal. Beal, c'est, ouais, À Washington, il scorait fort, bon voilà. Mais Chris Paul, c'est assez fou, hein. Chris Paul aussi. Ouais. Il y a Chris Paul aussi dans cette équipe. Champion 2019, bravo, félicitations aux Los Angeles Ouais, Clippers. voilà. Félicitations, enfin une bague. Euh, Eh bah tiens, un autre qui était très fort en 2019, Russell Westbrook, et qui est passé par les Clippers, il a toujours pas de club, hein. On n'en parle pas, Ouais. mais il a toujours pas de club. Je me souviens que pendant l'intersaison, au début de l'intersaison, moi je disais à un moment, moi, je suis pas sûr que Westbrook on le revoie, ou si ça se fait, ça sera la toute fin. Bah, c'est exactement ça, hein, on s'y dirige. Et visiblement, il n'y a plus qu'une seule équipe potentielle, ça serait Sacramento. Et j'ai l'impression, moi, que c'est vraiment le truc. C'est triste. Il n'y a pas plus Kings que de signer Russell Westbrook aujourd'hui. Ils n'ont pas vraiment de meneur. Ils ont des joueurs stars, anciennes stars, tu vois, un peu typiquement des Rosanne, Zach Lavine, même si Lavine est un peu plus jeune. On est vraiment dans ce truc-là où dans les stars, où tu sais pas trop où les placer, Domantas Sabonis. Et ben voilà, Russell Westbrook peut-être s'ajouterait Moi, dans ce bric-à-brac. j'ai aucun doute sur l'implication qu'il mettra dedans, le sérieux. On l'a vu là, à Denver, aux Clippers. Depuis le départ des Lakers, il est irréprochable, je trouve, tout en étant lui-même, hein. C'est-à-dire qu'il y a les avantages et les inconvénients de Westbrook sur le terrain, surtout à ce stade de sa carrière, mais je l'ai trouvé irréprochable à Denver et j'aurais même presque aimé qu'il reste. C'est pas encore mort, hein, il a encore le temps de choisir, mais enfin de signer avec les Nuggets s'ils sont intéressés. Pour les Kings, j'avoue que ouais, je serais un peu, je vois moins la chose de manière positive si c'est dans une équipe intermédiaire comme Sacramento, tu vois. Ouais, Lui, ça j'aurais joue voulu, aussi. pour la fin, j'aurais aimé qu'il se rapproche quand même de la fin, qu'il soit dans une équipe type Denver, qui a de vraies chances de jouer le titre. Les Kings, bon, s'ils sont champions l'année prochaine, c'est la surprise du siècle aussi. C'est un peu dommage et ça m'étonne presque qu'il y ait que Sacramento dessus. Il n'a pas des prétentions salariales énormes. On l'a vu toutes les concessions qu'il a faites ces dernières années. Donc j'espère que c'est pas la seule option. Et si c'est la seule option, écoute, on espère pour lui que ça se passera bien, mais je serais un peu triste que ce soit la fin de Westbrook si lui ne veut pas non plus aller à Sacramento. Mais à part les Knicks ou les Bucks, là, tu vois, qui peut vraiment lui proposer un truc? Les Pacers, et encore, tu vois, il y a pas 50 équipes, quoi, hein. Pacers, en attendant qu'Haliburton revienne, c'est pas mal, mais
Ouais, mais ils vont laisser maturer un Mbard, en fait. Ils vont Hmm. miser sur leur propre progression interne. Ouais. Non, mais Et Nick, j'aurais aimé Denver en sortie de banc encore. C'était bien. Je trouve que c'était bien. ouais, C'est pas parce qu'ils avaient Westbrook qu'ils n'ont pas été au bout, je trouve, hein, donc, pourquoi pas. Moi, je t'en parlais en off, je sens le coup de l'aventure au Japon, hmm. où il y va pour un an en se disant, bah voilà, je veux prendre ma retraite sur mes propres termes. Donc, je veux pas prendre ma retraite parce qu'on m'a dit qu'il y avait plus d'équipe pour moi. Donc, je vais au Japon. C'est moi qui l'ai choisi. J'ai choisi cette aventure. Et au final, il y va en se disant, je vais faire un an ou deux. Il est adulé par le public. Ah bah C'est oui. une superstar, une rockstar. Il commence à kiffer la vie. Au final, il reste 2, 3 ans et il pense à retraite plus tard que ce qu'on pouvait l'imaginer en ayant reçu de l'amour. Et je pense que c'est ça dont Westbrook il a besoin en fait. Hmm. C'est un mec qui est au final, c'est un romantique. On n'y aurait pas forcément cru sur le coup, tu vois. En début de Mais, carrière, ouais. Hmm. mais il a besoin d'amour, il s'en fout pas du tout de ce que disent les autres. Il a besoin d'être. Et c'est un mec qui, apparemment, dans toutes les organisations, tous les employés, tu vois, même jusqu'au plus obscur, on dit, mais ce gars-là, il est attentionné, etc. Et moi, je pense que c'est un projet qui peut grave coller. Je sais que c'est pas sportivement le plus intéressant, mais j'imagine un machin comme ça, un championnat, tu vois. Je Hmm. dis pas un Bah, machin au Le Japon, Japon est mais en vogue, hein. Enfin, ça monte en exactement. notoriété. Et je pense que ça peut l'attirer plus que la Chine. Les Philippines, il aurait été absolument adulé, mais je le vois plus dans un contexte type Japon que Hmm. Philippines. Pareil, bon, Taïwan, tu vois, Porto Rico, Venezuela, c'est un peu les destinations sur lesquelles vont ces anciennes stars qui ont décliné. Euh, Moi, je le vois bien là-bas. Japon, c'est vraiment, je pense, le meilleur compromis éventuel si jamais il n'y a pas de piste en NBA. Moi, je suis d'accord. J'aimerais bien le voir juste une dernière saison et dans un contexte cool où il peut encore montrer qu'il. Moi, je trouve qu'il a vraiment encore montré des choses avec les Nuggets l'année dernière, hein, tu vois. Même sur des matchs importants où il a fait la différence et tout ça. Mais ouais, mais le projet me semble intéressant, hein, c'est plutôt cool. Le Japon, s'il n'y a pas pensé, on peut lui envoyer un petit message pour lui conseiller. Voilà, je peux devenir son agent à Russell Westbrook. Allez, on termine. Non, deux petites choses. D'abord, juste pour dire que l'équipe de France U16 s'est Ouais. qualifiée pour les quarts de finale en explosant l'Estonie 114-56. Dans l'équipe de France U16, on retrouve notamment la prochaine pépite, hein, Mhm. Suliman. Je ne sais pas si on dit Suliman ou Suliman, tu sais ça? Nathan Soliman, c'est le fils de William Soliman Ouais, qui était l'ancien international. Suliman, ouais. Oh, peut-être que je sais pas, je sais pas Je ne comment souvenais eux pas le de son prononcent. père, je te cache On pas. a toujours prononcé William Soliman, donc je pense que ce serait Nathan Soliman C'est qui marrant, je ne est me souvenais pas du tout de son ouais, papa. international. Hein, il a une dizaine de sélections. C'était pas un joueur Honte à phare, moi. mais et ouais, ça fait quelques années quand même depuis qu'il a 13-14 ans qu'on en parle vraiment comme un joueur très 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 prometteur. C'est un ailier, il est à 2,03 je pense. Et là sur cette Euro U16, ouais, il est excellent là. Les Bleus, tu le disais, ont explosé l'Estonie, ce qui n'a pas grand-chose d'étonnant. 114-56 le score et lui il fait 20 points, 7 rebonds, 24 d'évaluation en 20 minutes. Donc effectivement, si vous le connaissez pas, apprenez ce nom, Nathan Soliman, ça devrait pas tarder à, à grimper très fort alors dans les futurs mock drafts, même si un petit peu de temps, il est au Pôle France pour l'instant, évidemment. Mais ouais, à suivre. Et donc la France joue l'Italie en Ouais. demi-finale. Hein. En quart. En quart de finale, pardon. Aujourd'hui à 11h30. Ouais. Aujourd'hui à 11h30, le quart de finale. Et on termine du coup par de la WNBA, Shai. Yes, il y avait deux matchs la nuit dernière. Il y avait l'affiche entre Los Angeles et New York. Victoire du Liberty 105-97, plus gros carton offensif pour New York cette saison. Donc beaucoup de points. Il faut rappeler, enfin, si je dis que c'est beaucoup, c'est parce que c'est des cartons de 10 minutes. Il faut le rappeler aux gens qui ne suivent pas. Emma Messman a régalé 24 points, 9 rebonds, 4 passes. C'est pratique d'avoir la meilleure joueuse d'Europe quand Brianna Stewart est blessée. Marine Johannes, sortie de banc, 9 points, 4 passes en 23 minutes pour New York. Et l'autre match, c'est Dallas qui a surpris Indiana avec une victoire 80-80. Le Fever qui joue toujours sans Caitlin Clark, hein, c'est le 20e match qu'elle manque cette saison. Le Fever a failli revenir sur la fin, mais a été un peu juste. 22 points pour Maddie Sigrist, 20 points pour la chinoise Li Yueru, et 16 points et 8 passes pour Paige Bakers, qui a quand même dévissé au tir à 6 sur 19. Et victoire de Dallas qui restait sur 5 défaites de suite. Petit mot rapide de Seattle, parce qu'il y a quand même deux Françaises. Ça chauffe pas mal du côté de Seattle, malheureusement, où les défaites, on en a parlé l'autre jour, s'empilent.
Et Alicia Clark, qui a été tradée, qui a été envoyée par Seattle à Washington il y a quelques jours. Alors Alicia Clark, c'est un peu une historique à Seattle. Hein. Elle était revenue il y a pas longtemps, mais elle a gagné 2 titres avec Sue Bird, avec Breanna Stewart, Jewell Loyd. Et elle a expliqué que si elle avait demandé à partir, c'est parce qu'il y avait une ambiance pourrie à Seattle, que les joueuses, en gros, se parlent mal, qu'il y a des mots qui sont échangés fréquemment, et que le coaching staff ne fait rien pour ça. C'est un peu désolant parce qu'on a donc Gabby Williams et Dominique Malonga qui se retrouvent là-dedans, qui font des saisons dans leur registre très très intéressantes, mais malheureusement, avec l'un des plus beaux effectifs de la ligue, il n'y a pas du tout même la garantie d'être qualifié pour les playoffs. Noelle Quinn, ça fait je crois 4 ans qu'elle est là et ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Même l'année dernière déjà avec Jewell Loyd qui est parti, il y avait déjà des grosses tensions avec le staff et certaines joueuses. Voilà, donc ça va pas fort à Seattle et on souhaite quand même une bonne fin de saison à Gabby Williams et Dominique Malonga, ne serait-ce que sur le plan individuel. Voilà. C'est clair. Bon allez, on va s'arrêter là-dessus, Shai. On se retrouve de toute façon demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. The game is out there, and it's either play or get played.